C'est un temps de rencontre avec les familles et les résidents du quartier, sur la vie de quartier. Et on a aussi deux choses qu'on va vous présenter. La première présentation, c'est un diaporama sur la vie dans le quartier. L'idée, c'est aussi un petit peu de vous montrer, alors, surtout aux familles, là, du coup, parce que les résidents, vous savez ça, puisque c'est ce que vous vivez au quotidien. Donc, montrer aux familles tout l'accompagnement qui est fait par le personnel et pour vous permettre d'être au mieux, pour favoriser votre bien-être. Alors, c'est aussi parce qu'on se dit que quand on est famille, on ne voit pas tout, parce qu'on n'est pas là toute la journée. On peut être sensibilisé par des points qu'on peut voir. Moi, je parle du ménage ou des choses comme ça. Et parce que c'est ce qu'on voit. Et donc, voilà. On essaye de faire encore mieux de ce côté-là. Et à côté, il y a un tas de choses qui se relèvent de l'accompagnement pour que les gens soient bien ici, bien accompagnés pour toute leur vie au cours de la journée. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, et on verrait en fin de réunion, nous verrons le projet d'établissement, une petite présentation du projet d'établissement. Voilà, pour commencer, donc ce diaporama présenté, il a été préparé, coordonné par Madame Guillotin. On avait pris quelqu'un qui est venu aussi prendre des photos de ce qui se passait dans le quartier, des moments d'accompagnement. Voilà, donc on y va. Donc ici, aux Roches, quartier qui accueille 30 résidents, 2 rues. Donc, les grès et les talis. Les petits déjeuners peuvent être... Le travail a ses difficultés, mais aussi des moments très poignants. Nous vivons dans un monde saturé où le personnel soignant est manquant. La hiérarchie est désolée de ne pas trouver de remplaçants. À nous, soignants épuisés, de rester très vigilants. Empathie et bienveillance sont nos idées, à nous soignants de les porter. Nos vieux sont là, fatigués, ne voient leur famille que peu de temps. Nos résidents, parfois angoissés, cherchent une écoute, sans médicaments. À nous soignants de leur apporter un moment calme, rassurant. Une main tendue, sans être pressée, ces gestes banals leur sont suffisants. Les accepter dans leur singularité, les accompagner sans jugement. Leur simple merci d'être dévoués sont tellement doux et reconnaissants. À nous soignants de les garder pour aller encore plus de l'avant. Nos anciens, nos aînés, malgré qu'ils marchent lentement, leçons de vie ils nous ont donné qu'il faut rester des combattants. De leur arrivée à leur finalité, soyons proches d'eux, soyons soignants. Sans nous, nos vieux sont désarmés. Garde un peu d'espoir en nous voyant. Soyons tous fiers de notre métier. Serrons-nous les coudes en souriant. Notre métier, il est ancré. On a dans le sang, comme disent les gens. À nous soignants. Sylvie, une aide-soignante de l'EHPAD. C'est un texte quand même plein d'espoir malgré les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui, les difficultés de recrutement, mais qui montre aussi tout l'engagement des soignants pour que tout se passe bien, au mieux pour l'accompagnement des résidents. Voilà. Ne pas baisser les bras et continuer à être positif avec tout le monde et dans l'accompagnement au quotidien. Voilà, donc je ne vous avais pas dit que vous pouviez me poser des questions pendant le diaporama, mais vous pouvez le faire maintenant dans ce cas-là. Vous pouvez vous exprimer. Voilà. Un temps d'écoute, une oreille, aider au repas pour que ça se passe bien, les temps de toilette le matin, voilà, les temps de coucher. Voilà. Oui. Parce que moi je passe assez régulièrement. Je ne sais pas comment on appelle un peu ça. à toute heure, donc il y a l'effet de surprise aussi. Il y a cet hiver. Je suis toujours agréablement surpris des compétences, Oui. disponibilité, pardon, des personnels, parce qu'il y a quand même. On avait tellement vu d'oreillers que. Moi je vois en l'occurrence le Sauvert. On voit que ça reste propre cette fois-ci. Ça se gère bien. Et la disponibilité de tout le monde, il n'y a rien à dire. Merci. Merci. Voilà.
Bon, ça nous fait du bien d'entendre ça, effectivement, hein, au sein de toutes nos journées passées ici. Il y a un gros investissement de la part des uns et des autres pour combler aussi le fait que l'on manque de personnes, pour former aussi les nouveaux arrivants dans le personnel. Enfin, voilà. Donc ça fait du bien de sentir qu'on est encouragé. Merci. Ah, c'est ça. Je vous remercie. Parce que, bon, ce que je n'ai pas encore, enfin, si je l'ai un peu dit, mais on est dans un contexte compliqué depuis, au moins depuis l'été dernier, où on a beaucoup de mal à trouver du personnel. Ce qui fait que les équipes sont sollicitées pour former des nouveaux agents, qui parfois ne restent pas, parce que c'est pas forcément. Il y a des fois des agents qui sont. Il y a de moins en moins de gens à vouloir travailler actuellement dans le secteur de la santé, je ne vous apprends rien, vous l'avez entendu. Donc il y a des gens qui parfois on prend qui sont pas de ce secteur-là, qu'on essaye de former, puis certains ne restent pas. Ce qui fait que pour l'équipe, ça peut être de former des gens à répétition, donc une fatigue. Et puis quand on trouve personne, on les appelle pour qu'ils reviennent sur leur repos travailler. Et puis quand il manque quelqu'un, ils sont avec un de moins à devoir travailler ce jour-là, donc avec plus de travail. Donc effectivement, je vous remercie pour ce que vous venez de dire, puisqu'effectivement, on a des agents qui sont très sollicités et fatigués. Surtout pas les mêmes qui changent. Parce que je vois M. Aubert qui tombe régulièrement. Il y a toujours quand même ce professionnalisme d'appeler les... Moi, je ne suis que le voisin, je m'en occupe. Mais il y a toujours quand même cette envie d'appeler, de dire ok, voilà, tout se passe bien, nous, ça nous tranquillise quelque part. Et la relation, la communication est vraiment excellente là-dessus. Je remets avec la présentation du projet d'établissement. oui. C'est vrai que la première partie se voulait quand même plus concrète et on aurait presque envie de se dire, de faire ça de temps en temps, c'est de parler de la vie du quartier, quoi. Voilà, la vie du quartier ici au Rush. C'est créer aussi un temps d'échange entre personnel, résidents et puis famille. Ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est le projet d'établissement. Alors, le projet d'établissement, c'est quelque chose sur lequel les établissements, sur lequel on réfléchit. Tous les 5 ans, on se donne un projet. Donc, c'est les missions, les objectifs qu'on se donne. Il faut savoir qu'à côté, le projet d'établissement, c'est interne à l'établissement. L'établissement se donne des objectifs. À côté de ça, on a aussi un autre document qui s'appelle le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et comme son nom l'indique, c'est un contrat. Il est passé avec l'État, ARS et avec le département, conseil départemental. Et c'est un contrat avec des objectifs et des moyens sur 5 ans. Bon. C'est 2 documents différents. Là, on va parler du projet d'établissement, mais il faut juste savoir que comme on a négocié les deux, on a fait les deux en même temps, là, les objectifs qu'on a négociés avec l'État et avec le département pour le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, on les retrouve dans le projet d'établissement. Par contre, le projet d'établissement est plus large, plus d'objectifs. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'établissement? Alors, donc, une carte d'identité et une carte routière. Qui on est, où on veut aller. Donc, voilà. Vous mangez maintenant. Alors, comment on a construit ce projet d'établissement? Bon, d'abord, on est reparti du projet d'établissement qui avait été réalisé en 2015, 2016-2020, quoi. Voilà, c'était le projet d'établissement 2016-2020. On a aussi fait une évaluation interne, une auto-évaluation finalement, avec un consultant externe en 2020. On a aussi travaillé sur où on en était, nos objectifs, donc on est reparti de ça. On a intégré, comme je vous le disais, les diagnostics et les fiches objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui ont été validés avec l'ARS et le conseil départemental à la même fin 2021, début 2022. Et puis il y a aussi eu des enquêtes de fait auprès des professionnels, auprès des familles. Il y a beaucoup de familles qui ont répondu, enfin voilà, il y a un nombre important de familles qui ont répondu à cette enquête qui a eu lieu, qui a été lancée en février, vous l'aviez reçu essentiellement par un lien internet. Certains avaient eu un document papier, et puis aussi quelques bénévoles et quelques résidents pour lesquels il y a eu un entretien. 11 résidents qui ont eu un entretien. Alors, ici donc, la carte d'identité, donc, nous avons 3 missions. Carte d'identité et pour aller vers la carte routière, vers où on veut aller par rapport à ces 3 missions-là. Nos 3 missions, c'est accueillir, accompagner, prendre soin. Accueillir. Donc
Donc effectivement, l'accueil, donc c'est quelque chose qui nous semble, qui est au cœur de notre mission, sur lequel on essaye de faire au mieux et sur lequel on a encore envie de faire mieux et de s'améliorer sur ces points-là. Donc accueillir des personnes présentant des degrés variables de dépendance, âgées de plus de 60 ans, ça c'est un peu le principe, la règle pour les EHPAD, hein, on accueille des gens de plus de 60 ans, sauf dérogation, dans le respect de leurs droits et de leur liberté, et dans la promotion de la bientraitance. Donc effectivement, quand on fait le point sur ce qu'on fait, on se dit, est-ce qu'on respecte bien les droits et libertés? Est-ce qu'on est bien dans la promotion de la bientraitance? C'est vers là qu'on veut aller. C'est là qu'on espère être quand même au maximum. Et puis si des fois on a à s'améliorer, ben, c'est par rapport à ces choses-là qu'on regarde, on se dit maintenant il faut encore qu'on travaille ça. Accompagner les personnes âgées tout au long de leur vie dans l'établissement, en prenant en compte leur singularité. Voilà, leur singularité, chacun est différent, et en proposant un accompagnement personnalisé aux attentes et aux besoins et aux capacités de la personne. Il y a des gens qui veulent se lever à 8 heures, il y en a d'autres qui préfèrent 9 heures, il y en a qui préfèrent le thé, il y en a qui préfèrent le café. Je prends des petits exemples de tous les jours, mais voilà. Donc, et puis oui, voilà. Prendre soin en garantissant le bien-être physique, psychologique et social de la personne. Alors, c'est la santé. Bon, la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc c'est la définition de la santé au sens large. Il n'est pas que la santé sur le plan physique, c'est aussi la santé sur le plan psychologique et sur le plan social. Voilà. Et en prenant en compte sa protection et sa sécurité dans le respect du droit au risque. Voilà. On prend en compte la protection de la personne et sa sécurité. Voilà. Mais on n'oublie pas et on affirme que les gens continuent à avoir le droit au risque. Alors, ça veut dire quoi le droit au risque? Ça veut dire que ce qui nous, notre priorité, c'est d'accompagner les gens accompagner les gens tout au long de leur vie, pour qu'ils ils continuent à avoir envie, en fonction de l'état de dépendance de chacun, hein, mais au maximum d'avoir envie de se lever quand ils peuvent se lever. Voilà. Pour dire que des fois, effectivement, il faut se lever les gens vont avoir envie de faire quelque chose. On réfléchit bien sûr aux risques que ça représente, on les encadre, on les prévient, on a une ergothérapeute qui vient adapter les matériels pour que ce soit le mieux possible, mais ça peut présenter des risques. On peut se lever et faire une chute qu'on n'aurait pas faite si on avait, entre guillemets, limité au maximum le déplacement de la personne. Mais à quel prix? Dans ce cas-là, on a des gens qui vont chuter au niveau psychologique encore plus rapidement. Donc oui, donc le droit au risque, c'est pour le bien-être de la personne, quoi. Voilà. Alors, nos valeurs. Le résident est notre priorité. Première chose. Ça, c'est un autre plan. Nous assurons un accompagnement global de la personne. Donc global, c'est-à-dire que nous, on n'est pas qu'un lieu de soins, on n'est pas là que pour que la personne soit, je dirais, nourrie, blanchie, chambre propre, toilette faite, et puis voilà. On est là pour accompagner la personne pour qu'elle soit au mieux dans sa vie au quotidien ici. Nous tissons des relations bienveillantes avec les résidents et leurs familles. Oui, on pense que les relations avec les familles sont essentielles. Alors bien sûr, le résident est notre priorité. C'est au service de l'accompagnement du résident. Donc on centre toujours sur savoir qu'est-ce que le résident, de quoi il a envie, etc. Mais maintenir les relations familiales, retisser des relations familiales, ça va dans le sens de l'accompagnement global du résident. Donc oui, c'est important de travailler sur cette valeur. Donc nous tissons des relations bienveillantes avec les résidents et leurs familles, et ce que nous voulons continuer à le développer. Nous proposons un accompagnement où le soin est au service de la vie, donc j'ai un peu développé déjà, donc d'abord une vie. Même si on est ici, souvent c'est parce qu'on a des déficiences sur le plan de la santé, parce qu'autrement, pour certains, on ne serait peut-être pas là. Mais par contre, effectivement, ça reste un lieu de vie. Et qu'est-ce qu'on fait? Et nous favorisons le vivre ensemble dans le respect des libertés de chacun. Alors, effectivement, se retrouver à 30 dans un lieu, une sorte de communauté à 30, c'est quelque chose qu'on n'a pas,
qui est un peu nouveau quand on arrive ici. Voilà. Certains avaient connu ça au service militaire, peut-être, mais autrement, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a vécu beaucoup. Donc c'est quelque chose qu'il faut réapprivoiser, et ça veut dire les gens sont différents, et parfois le vivre ensemble, ça comporte pas mal d'avantages, mais ça comporte des périodes qui peuvent être plus compliquées. Voilà. Alors, ici, alors maintenant l'offre de service de la résidence Laurier Vert. Donc, on accueille 156 résidents, organisés autour de 5 quartiers, 2 au rez-de-chaussée haut, 3 au rez-de-chaussée bas. Une équipe pluridisciplinaire donc au service du bien-être des résidents. Donc oui, on a la chance d'avoir des professions différentes dans l'établissement. Alors au quotidien, ce sont des aides-soignantes, des accompagnants éducatifs et sociaux, c'est AMP, avant je voulais dire aide médico-psychologique, et puis des agents des services hospitaliers qui travaillent au quotidien ici. L'infirmière, au quotidien, l'infirmière, elle travaille sur les 3 quartiers du haut. Elles sont une équipe autour des 3 quartiers du haut. Donc voilà l'équipe au quotidien. Et puis on a d'autres professionnels qui interviennent. Donc il y a la cadre, Madame Joly, la cadre du rez-de-chaussée haut, donc des Roches, que vous connaissez. Voilà, bon, je vois Madame Lebert, on a une psychologue. Il y avait le médecin co tout à l'heure. Un médecin coordonnateur, je vous dirai éventuellement son rôle, l'animatrice, on a une ergothérapeute, on a une diététicienne, on a en professionnel auprès, directement en professionnel de santé, je pense avoir fait le tour dans les gens qui relèvent de l'établissement. Voilà. Et effectivement, on a aussi donc d'autres professions qui permettent, parce que je vous ai dit qu'on était d'abord un lieu de vie, pour que la vie, vous avez vu et qu'est-ce que dans la vie ici, dans les choses importantes, il y a quand même le repas, le linge. Dans certains établissements, ils vont jusqu'à dire que le premier soignant c'est le cuisinier. Mais voilà, donc c'est pour dire que tous ces gens-là aussi, on a la chance d'avoir une cuisine ici, comme vous l'avez vu, blanchisserie. On a des partenariats avec des intervenants libéraux aussi. Alors, les professionnels de santé libéraux, d'abord, on a orthophonistes, kinésithérapeutes, médecins, les médecins libéraux. J'en profite pour dire que les médecins libéraux, c'est la même relation que ce que vous avez à domicile avant d'entrer ici. C'est-à-dire que le médecin libéral, vous avez le libre choix des médecins libéraux, c'est pas le médecin d'établissement, c'est des médecins qui interviennent dans l'établissement. Donc chaque résident conserve le libre choix de son médecin, plus tard pour vous. Voilà. Et voilà, on a aussi des structures sanitaires, on travaille avec l'hôpital de Redon, qui est l'hôpital du secteur sanitaire dont on relève. Quand quelqu'un doit être hospitalisé en urgence, normalement le SAMU emmène à Redon. Voilà par exemple. On travaille aussi beaucoup avec la clinique de Malétroit, clinique des Augustines de Malétroit, qui a tout un secteur autour de la gérontologie très développé, avec des compétences au niveau de l'établissement. Donc voilà, notre médecin coordonnateur relève de Malétroit. Donc on travaille avec eux. Voilà pour les 2 principales structures sanitaires. J'en rajouterai une troisième, c'est une structure un peu différente, c'est l'hospitalisation à domicile. Donc on travaille avec l'hospitalisation à domicile de Plouermel qui vient jusqu'ici, qui peut dans certaines situations venir faire des soins lorsque c'est un peu plus aigu en termes de soins. Voilà, puis dans les prestataires non sanitaires, vous savez que vous avez le libre choix de votre coiffeur, notamment, les esthéticiennes peuvent venir ici, voilà. Par exemple. Des prestations, continuité des soins, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, sauf pour les infirmières où on n'est pas en 24 heures sur 24, je vous le redis, on n'a pas une permanence infirmière dans un établissement comme dans la plupart des EHPAD. Les infirmières ne sont pas là la nuit. Voilà, notamment. Donc, il y a des personnels soignants, on a des personnels aides-soignants formés, notamment. On a des personnels aides-soignants à SH, AMP. Donc la nuit, il y a toujours au moins une aide-soignante à chaque niveau. Voilà, et puis s'il y a un problème d'ordre médical, elles appellent le 15, et le 15 en fonction de ce qu'elles vont lui dire, parce que les aides-soignants sont formés à pouvoir transmettre une observation de ce qu'elles voient et à des médecins, et du coup les médecins vont dire s'il faut hospitaliser ou pas. Les repas confectionnés sur place avec pour principal objectif que le repas soit un moment de plaisir, donc je ne reviens pas dessus. La lingerie blanchisserie, assurant le traitement du linge des résidents, j'en parlais déjà tout à l'heure, on peut dire que c'est important. Le linge, c'est vraiment la partie vraiment des affaires du privé et importantes pour chacun des résidents. Et un pôle d'activité de soins adaptés dont je parlais tout à l'heure. Les éoliennes.
Les personnes accueillies, donc c'est un chiffre de 2020, celui-là, 70% de femmes. On a un peu diminué en 2021, la part de femmes et la part d'hommes donc, a augmenté. 87 ans en moyenne, ce sont l'âge des moyens des résidents. 60% sont dépendants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dépendants? Alors, les résidents sont évalués selon une grille d'autonomie, voilà, versus l'autonomie-dépendance, donc qui va, et en fonction de la capacité à pouvoir faire des choses ou au besoin d'aide, on est classé de 1 à 6. 6, c'est ceux qui ont moins besoin d'aide, 1, c'est ceux qui ont le plus besoin d'aide. Donc effectivement, GIR 1, 2, c'est les personnes qui ont besoin le plus besoin d'aide à se lever, à manger, à s'habiller. Alors, les professionnels. Au 31 décembre 2021, on avait 98,70 postes ETP. Donc là, normalement, mon objectif c'est d'arriver un peu au-dessus, on était entre 102 et 103, parce qu'on cherche on va recruter depuis l'été dernier un mi-temps en plus dans chaque quartier Roche, Landes, Rivière, Marais, sachant qu'ici, c'est fait depuis un mois, 2 mois, ouais, 2 mois, et on a recruté. Alors, l'idée c'était d'avoir un soignant en plus. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de soignant, mais on a renforcé avec quelqu'un qui aide quand même pour tout ce qui est hôtel de ménage. Et ça permet quand même de libérer du temps et pour que des choses de fait et prendre plus de temps avec les résidents. Alors, projet d'établissement. Donc, suite à tout ça, l'état des lieux, qui on est, maintenant, c'est nos orientations. Donc, nos orientations, 4 grandes orientations. Alors, ce que je vous présente, ce n'est pas le projet d'établissement, c'est une présentation du projet d'établissement. Le projet d'établissement, il fait environ une 40aine de pages. Déjà, là, si vous voulez, c'est un peu long. Alors, si vous êtes parti sur le projet d'établissement, il fallait qu'on regarde à coucher ce soir. Donc, voilà. Donc, oui, donc, ça veut dire que les actions dont je vais vous parler, c'est des exemples. Il y en a beaucoup plus dans ce qui est prévu. Alors là, donc, 4 grandes orientations. Renforcer l'accompagnement global du résident en favorisant le travail interdisciplinaire, en améliorant le travail autour des projets d'accompagnement personnalisés. Et on rejoint les missions, le résident à priorité. Nous cherchons, tout à l'heure, on avait dit aux missions, nous voulons tisser des relations bienveillantes avec les résidents et avec les familles. Et puis, accompagnement global de la personne à travers le projet d'accompagnement personnalisé. Deuxième orientation, développer la communication et le partenariat avec les familles. Donc, je reviens sur ce que c'est pas partie de nos orientations, vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a écrit. Et puis c'est aussi quelque chose qui est ressorti de vos enquêtes, qui a été faite auprès des familles, et où c'est ressorti qu'il y avait besoin de plus de communication. Bon voilà, on l'a entendu, on ne sait pas, on va essayer d'y répondre au mieux. Voilà, en tous les cas c'est ça, c'est pris en compte comme une orientation du projet d'établissement. Troisième orientation, renforcer l'attractivité de l'EHPAD en améliorant le processus ressources humaines. Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, le problème d'attractivité du secteur de la santé pour trouver des soignants est un problème qui me dépasse un peu largement en ce moment. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le secteur de la santé qui est en difficulté pour trouver du personnel, mais déjà on parlait du secteur de la santé qui nous concerne. Donc oui, actuellement c'est très compliqué de trouver des infirmières, c'est compliqué de trouver des aides-soignants, c'est compliqué de trouver des gens non qualifiés qui veulent venir travailler dans le secteur des EHPAD et venir voir, pour venir voir, pour y travailler. Donc dans tout personnel qualifié et non qualifié, c'est compliqué aujourd'hui. Donc ça, il y a des choses qui relèvent de mesures d'ordre plus générales, voilà. Et puis à notre niveau, au niveau de l'EHPAD, on va voir si on peut améliorer l'accueil et l'intégration des nouveaux agents, voilà, pour qu'ils restent. Il faut continuer à travailler là-dessus. Et quatrième orientation, poursuivre l'ouverture de l'EHPAD sur son territoire en étudiant les possibilités d'EHPAD hors les murs. On va y revenir, je vais vous dire après ce que c'est. Alors, la première, je vous ai dit, renforcer l'accompagnement global du résident en favorisant le travail interdisciplinaire et en améliorant le travail autour des projets d'accompagnement personnalisé. Alors, un projet d'accompagnement personnalisé, qu'est-ce que c'est ? On va dire que les résidents, vous avez vos souhaits, vos envies, vos habitudes, voilà, ce qui vous donne envie d'avancer.
Ça, c'est, voilà, bon, c'est, voilà, je ne sais pas comment l'appeler, des fois on appelle ça le projet de vie de la personne, mais en fait, on en a dans la vie de tous les jours, chacun, vous comme moi, peut-être parle rarement de son projet de vie, mais voilà, c'est ça, c'est ce que vous avez envie de faire, et vos habitudes. Et à côté, et nous, l'idée, c'est qu'il faut qu'on arrive à mieux le connaître, hein, à mieux connaître votre histoire de vie, à mieux connaître vos souhaits, vos envies, pour avoir un projet d'accompagnement personnalisé. Voilà. Donc voilà, c'est ce projet d'accompagnement personnalisé, c'est le projet d'accompagnement que l'équipe et l'établissement met en place pour répondre autant que possible, hein, ça délimite tout ça, hein, à vos souhaits, à vos envies, vos habitudes de vie. Bien sûr, les limites, elles vont être de l'ordre de l'effectif du personnel. Hein, la principale, elle va être celle-là. Hein, mais en tous les cas, on essaye de tout faire ce qu'on peut pour aller vers là. C'est notre orientation. Alors bon, voilà. Donc il y a des choses qui sont prévues pour tout ça. On a prévu de reprogrammer un peu plus de réunions par quartier, parce qu'ils sont un peu suspendus actuellement avec le fait qu'il nous manquait des infirmières. Préparation par le référent, donc il y a un référent dans l'équipe. Il y a un référent dans l'équipe qui est garant de chaque résident, un agent qui est garant du suivi du projet d'accompagnement de chaque résident. Donc voilà, donc dans l'équipe ici au Roche, il y a un agent référent de chacun d'entre vous. Donc soit vous le connaissez déjà, et si vous ne le connaissez pas, ben, je vous invite à le demander pour que vous le connaissiez, que vous sachiez qui c'est. Tout ça, c'est coordonné par une infirmière référente, donc une infirmière référente de quartier. Ici, pour l'instant, c'est Madame Moreau, Anaïk, et ça va changer en septembre. Hein. Il y aura une nouvelle infirmière qui va arriver ici. Voilà. Mais pour l'instant, c'est Madame Moreau, Anaïk, et pour la suite, on vous donnera les deux d'informations quand ce sera arrêté. Voilà. Synthèse pluriprofessionnelle, donc je fais référence à ce que je disais tout à l'heure. Il y a plusieurs professionnels qui peuvent apporter un regard différent sur comment mieux accompagner tel résident. L'intégration du résident, c'est de faire que jusqu'à présent, les projets, ils ont souvent été élaborés en prenant le temps de connaître les souhaits des gens, mais pas forcément en les intégrant sur les objectifs du projet qu'on allait mettre en place. Donc on essaiera de le faire, en tout cas c'est un objectif. Voilà, diffusion et suivi des objectifs, déploiement du logiciel de soins. Bon. L'autre point, c'est de développer le recueil des informations sur le parcours et les habitudes de vie. Je vous dis, pour faire un projet personnalisé, il faut encore mieux connaître les histoires de vie, les habitudes de vie. Même si c'était déjà quelque chose qui était pris en compte, mais continuer à développer ça. Et puis dans l'organisation, avoir des temps dédiés dans l'organisation du travail, des temps de rencontre et d'accompagnement individuel. Donc là, maintenant, on est ici au Roche, on va peut-être réussir à finir à le mettre en place, on va voir. Et puis, temps de réunion, projet d'accompagnement personnalisé. Voilà. Ce sont des exemples. Hein. La deuxième orientation, c'est développer la communication et le partenariat avec les familles. Alors, donc, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tisser des relations bienveillantes avec les familles, avec les résidents et leurs familles. C'est faire des familles des partenaires pour bien accompagner les résidents ici. Donc, exemple d'action concrète que nous avons prévues. Alors déjà, de développer des outils de communication à destination des familles. Alors, soit pour des informations collectives, bon, effectivement, on n'a pas de site internet, c'est quelque chose qui manque, il faut à un moment donné qu'on fasse ça. Ça peut être aujourd'hui intéressant d'aller voir sur internet ce qui se passe dans l'établissement. Bon. Ou individuel, vous avez un classeur de liaison dans chaque chambre, avec le nom du référent d'ailleurs, qui est marqué dessus. Si jamais les deux infos, normalement, savoir qui est le référent si vous ne le savez pas, effectivement, qu'on vous montre le classeur, quel genre d'informations vous pouvez éventuellement transmettre les jours où vous voyez personne. Je vais prendre mon parent dimanche, sachant que ça ne suffit pas, dans ce cas, il faut aussi le dire en partant à quelqu'un pour que l'information soit sûre que quelqu'un l'ait vue. Ensuite, définir le cadre pour communiquer aux familles les informations individuelles à leur transmettre. Voilà, quelles informations transmettre. Alors, monsieur, vous disiez, quand il arrive telle chose, je suis appelé et on me dit, voilà. On est vraiment là-dedans parce qu'en fait, le niveau d'attente des familles et le niveau de ce que les agents ou l'équipe ou les infirmières vont avoir en tête qu'il faut transmettre aux familles peut différer d'une famille à l'autre. Il y a des gens qui vont chuter, je pense à cet exemple-là, plusieurs fois dans la... Il y a des gens qui sont un peu multi-shooters, qui vont chuter plusieurs fois dans la même journée. Enfin, donc c'est est-ce qu'on a... Question, hein, je ne veux pas répondre à la question.
Est-ce qu'on appelle à chaque fois? Est-ce qu'on n'appelle pas à chaque fois? Et sachant que là, ça peut créer des incompréhensions lorsqu'on sait qu'on n'a pas été appelé. Puis, alors si c'est grave, après, il y a une information qui est passée. Hein, si l'infirmière ou le médecin vient et puis considère que c'est une gravité, voilà, on est appelé. Qui vont chez Germaine, non? Voilà. Oui. Bien. Ensuite, remettre en place les goûters ou apéritifs dînatoires avec les familles. Bon, c'est quelque chose qui s'est fait surtout sur les anciens sites avant. Il y avait un temps à l'année de convivial avec les familles et les résidents. Et procéder à une programmation de rencontres avec les familles dans les quartiers, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'idée, ce serait de pouvoir renouveler ça, enfin voilà, je ne sais pas à quelle fréquence, ça c'est autre chose, mais avoir un temps de rencontre propre à la vie du quartier. Et troisième orientation, je vous parlais de l'attractivité de l'EHPAD pour améliorer le processus ressources humaines. Alors là, on va mettre à jour, je vais aller plus vite là-dessus, ça concerne, voilà, mettre... Ah, j'ai vraiment été... Non. Là, j'ai tout. Hein. Non. Ah oui, j'ai fait C'est la diapo d'avant en fait. Voilà. Donc pour ça, il y a notamment mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels et inclure les risques psychosociaux. Voilà. Bon, j'insiste peut-être là-dessus parce qu'effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de la fatigue du personnel. Bon, au jour d'aujourd'hui, effectivement, les risques psychosociaux, c'est quelque chose qui est présent dans nos établissements de façon importante. Voilà. Planifier et animer des réunions d'équipe pour l'ensemble des professionnels et élaborer la procédure d'accueil et d'intégration des stagiaires et des nouveaux salariés. Donc là, je disais tout à l'heure qu'on essayait de travailler pour mieux fidéliser encore les soignants et les nouveaux agents. Voilà. Et la dernière orientation, c'est donc je vous disais que je dirais quelques mots, c'est de poursuivre l'ouverture de l'EHPAD sur son territoire en étudiant les possibilités d'EHPAD hors les murs. Alors là, c'est une orientation qui est de dire comment l'établissement peut devenir un centre de ressources, une plateforme de services pour les gens qui vivent à domicile. Donc c'est ça. Donc c'est une orientation qui est portée aussi par les instances, ARS, et c'est quelque chose qui correspond à l'évolution du devenir des EHPAD et du maintien avec le maintien à domicile. On l'a dans le projet, sachant que pour travailler là-dessus, il faudra avoir résolu les 3 points d'avant qui sont prioritaires. Ça, c'est l'objectif à moyen terme. Donc l'EHPAD, fort de son expérience et son expertise en gérontologie, souhaite se décloisonner en s'ouvrant davantage vers les personnes vivant à domicile. Celles-ci pourraient avoir accès à certaines prestations, repas, animation, télémédecine. On fait un peu de télémédecine, voilà, on a par caméra, il y a des diagnostics qui peuvent être faits ici, et avec une lecture sur des points de plaie, par exemple, de cicatrices à Malais 3, par exemple. Aujourd'hui, il y a un travail avec Malais 3 sur les plaies avec la télémédecine. Ce projet, encouragé par les autorités de tarification, reste à construire. Voilà. Et des exemples d'actions qu'on nous... Le premier exemple, pour moi, c'est pas la priorité, enfin, ça va pas être le plus compliqué à réaliser, et ça existe déjà sans ça. C'est signer une convention avec le service hospitalisation à domicile de Ploermel. On travaille déjà avec eux. On fait déjà des fiches individuelles contractuelles lorsqu'il y a une personne qui est prise en charge par l'hospitalisation à domicile. Ce qui nous reste, c'est une convention cadre à signer. Et voilà, puis développer aussi des partenariats avec le service à domicile, le secteur de la glacerie et la résidence autonomie de 40 mois. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces actions-là? Donc on a travaillé avec il y a un comité de pilotage en interne, il y a des plans d'action qui ont été mis en place et voilà, des groupes de travail. Et comment ce sera évalué? Il y a une évaluation interne, tous les établissements devaient déjà, mais bon, ça a été revu là récemment, le processus de l'évaluation externe des établissements. Ça va se complexifier, c'est-à-dire que tous les établissements doivent être évalués, je crois que c'est passé à 5 ans maintenant, tous les 5 ans par un organisme accrédité, habilité par les autorités étatiques. Donc il y a tout un référentiel qui a été défini, parce qu'avant il n'y avait pas de référentiel quand même très précis. Là il y a un référentiel et donc il y aura une évaluation des établissements tous les 5 ans. Suivi du CEPOM, je vous disais tout à l'heure qu'on avait les mêmes objectifs que dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il y a une réunion du comité de suivi qui est prévue au bout de 3 ans. Et enquête et contrôle, alors là c'est plus pour faire référence à ce que vous avez entendu dans les médias. Dans les médias, vous avez entendu parler des affaires PA et
à travers ça, donc, on est plus sur les notions de maltraitance, qui sont au cœur du sujet. Donc, suite à ça, le ministère a décidé que tous les EHPAD de France auraient une mission d'enquête qui serait faite, je ne sais plus dans quelle période, 2 ans, je crois. On aura une enquête aussi sur cette base-là qui sera faite. Et comme dans nos objectifs, il y a tout un thème, je vous l'ai dit, on n'a pas représenté comme ça, mais on a tout un thème sur la prévention, garantir la bientraitance et prévention de la maltraitance. On a des objectifs qui vont dans le cadre de ça. Ça fait partie des choses qui répondent à ça. Voilà. Merci à tous. Voilà. Et si vous avez des questions, on va